Nous sommes le mercredi 19 août 2020 et il sonne 11h au studio de Radio Sama FM à Niamtougou. La même heure qui sonne à la radio Courtoisia d'Apaon, Radio Daoul à Bassa, Radio Centrale FM à Sokoré, Radio Lumière à Neho et naturellement à Lomé ici au siège de la nouvelle génération. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce jour que nous animons avec la complicité techniquement positive de Datevi Thomas, Géraud Dakucha et Victor Gwekoku Michel Tomenga. Au menu de cette émission, nous allons aller au Mali, visiter la situation sociopolitique qui prévaut dans ce pays depuis quelques heures. Nous allons naturellement revenir sur la riposte à la pandémie de la COVID-19 avec les recommandations culinaires que nous propose aujourd'hui Santé Éducation et un invité et également d'autres questions de proximité de l'heure. Pour cela, les confrères se font un peu attendre. La raison sûrement c'est que ils n'ont pas encore eu le temps de quitter le tribunal. Pour ce que vous savez déjà, il faut commencer par en parler pour les voir arriver. Eh bien, d'ici qu'ils s'installent, nous partageons la pensée du jour. Et ce matin, nous sommes repartis vers la lanterne Chine avec Confucius qui écrit « Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche plutôt à comprendre les questions. » Encore une fois, Confucius qui nous enseigne « Je ne cherche pas à connaître les réponses, mais je cherche à comprendre les questions. » Sylvestre Béni de La Manchette, bonjour. Oui, bonjour et bonjour à toutes. Eh bien, comprenez bien les questions pour nous faire de bonnes réponses. Oui, je crois que ça va de soi, mais il faudrait également que les questions soient accessibles et compréhensibles. Nous allons faire l'effort. Abbas Issaka, de manière libérée, bonjour. Bonjour Jalou, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Merci, j'annonçais un invité qui est avec nous, Daniel Agblevon, bonjour. Bonjour. Un petit mot sur qui vous êtes. Je suis Daniel Agblevon, boulanger-pâtissier. Boulanger-pâtissier, vous êtes venu nous présenter quelques produits sortis de votre laboratoire. Nous allons en parler incessamment. Notre invité spécial Covid-19, Docteur Soukouma Dadjo, bonjour. Bonjour, M. Saska. Vous êtes médecin du travail en charge de l'inspection médicale du travail à la direction générale du travail. Vous êtes médecin inspecteur du travail. Donc, avec vous, nous allons nous transporter dans les entreprises pour voir comment la riposte à la COVID-19 devrait s'organiser. Merci, c'est ça. Mes sujets d'actualité, je disais tantôt, Sylvestre Béni, Abbas Issaka, que votre retard doit être dû au fait que vous avez sans doute fait un crochet au tribunal avant de nous rejoindre. C'est pour dire que la presse togolaise se trouve devant la justice. Revue de presse avec le libéral qui écrit « Le quatrième pouvoir face au pouvoir judiciaire ce mercredi. Un test grandeur nature pour la justice togolaise », écrit le libéral. Pour sa part, Liberté nous écrit à la page 7, Liberté à la page 7, que l'affaire directeur général Caisse des retraites contre Liberté sera également jugée aujourd'hui. Mais le sujet qui défraie la chronique et dont nous parlons depuis que cela a commencé, c'est la plainte déposée par le sieur Fabrice Adjakli contre le confrère, le journal L'Alternative. Et l'audience devrait s'ouvrir ce matin et en bonne confraternité. La dépêche appelle ce matin tous au tribunal aujourd'hui contre la prévarication et l'impunité au Togo.
S'agissant de ce sujet, Gapola.net écrit lui aussi affaire Pegasus et Petrolgate, le CACIT, collectif des associations contre l'impunité au Togo, exige du gouvernement la manifestation de la vérité. Eh bien, Sylvestre Béni, c'est ce jour qu'aurait dû s'ouvrir la procédure judiciaire, enfin le procès, suite à la plainte déposée par le sieur Fabrice Adjakli contre le confrère L'Alternative. Oui, normalement, parce que c'est un procès qui est très attendu, du fait donc des révélations donc de notre confrère Alternative. Mais malheureusement, les Togolais sont repartis sur leur soif parce que le procès est renvoyé au 16 septembre pour défaut donc d'une caution que la partie plaignante devait quand même verser. Et donc voilà du moins les premières informations. Et donc on va attendre encore jusqu'au 16 septembre pour voir du moins la manière dont ce procès va se dérouler. Merci. Donc le procès aussitôt ouvert et aussitôt renvoyé au 16 septembre prochain, dans un gros mois. Eh bien, nous avons en ligne depuis le tribunal ou bien depuis son cabinet Maître Célestin Kofi Agbogan. Bonjour maître. Bonjour. Eh bien, nous avons appris que vous vous êtes constitué pour défendre le confrère, le journal Alternative. Oui, M. Ferdinand, Vincent Haïté et son journal nous ont constitués régulièrement pour assurer leur défense à la procédure que vous connaissez. Et donc, ce matin, nous y sommes présentés et nous avons... le tribunal nous a donné acte de notre constitution. Et comme c'est la première audience, et comme nos clients ont été invités à comparaître sur citation directe, la loi exige qu'ils paient une caution qui est régulièrement fixée par le tribunal à la première audience, ce qui a été fait et donc le dossier a été renvoyé au chef qui paie la caution, puisque les débats ne pourront pas être ouverts sans le paiement de cette caution. Parce alors, que c'est le ministère public. Maître Agbogan, expliquez-nous, qui devrait ou bien qui doit payer cette caution-là? Oui, c'est la partie civile qui paie la caution. La partie civile qui introduit une procédure sur citation directe qui paie la caution. En français facile, c'est Fabrice Adjakli qui devra payer cette caution. Tout à fait. Et il ne l'a pas payé ce matin. Non, c'est ce matin que la caution a été fixée. C'est-à-dire que la caution n'est pas fixée d'avance, ça dépend de chaque procédure avec sa caution et c'est le juge qui apprécie le quantum de la caution sur réquisition du parquet. Donc aujourd'hui, le parquet a requis la caution que le juge a fixée à 100 000 francs. 100 000 francs CFA. Oui. Donc, est-ce qu'un délai est donné à la partie Adjakli de payer cette caution-là? C'est jusqu'à la prochaine audience le 16 septembre. Okay. En tout cas, ils devront payer avant le 16 septembre. Ok. À supposer maintenant que les Adjakli paient la caution, qu'est-ce qui peut se passer éventuellement le 16 septembre prochain? Oui, il y a des faux. Bon, en fait, s'ils paient la caution, les débats seront ouverts. Et donc, c'est le début effectif. Ce sera le début effectif du procès. Alors Sylvestre Bénia, pour vous, une question. Oui, au cas où, bonjour maître, au cas où il ne payait pas la caution, et à quoi devons-nous s'attendre? Non, si à la prochaine audience la caution n'est pas payée, je crois que le juge pourrait leur encore donner une chance pour payer, une date de renvoi pour qu'ils puissent payer. Donc, bon, s'il ne paie pas jusqu'à un certain moment, je crois que l'instance sera déclarée caduque et périmée. Merci, maître. Vous disiez tantôt que c'est une citation directe. Alors, qu'est-ce que les auditeurs devront comprendre en français facile pour cela? En français facile, c'est l'opposé d'une plainte. Vous savez, lorsque vous voulez faire une plainte, vous adressez la plainte soit au procureur, soit au juge d'instruction, ce qu'on appelle plainte avec concession de partie civile. Mais lorsque vous faites citation directe, ça veut dire que c'est vous qui convoquez directement la personne. Vous fixez une date d'audience qui correspond aux audiences ordinaires du tribunal et de la chambre correctionnelle du tribunal. Et c'est vous qui, à travers un huissier, demandez à la personne de comparaître directement. C'est différent de la plainte. Lorsque vous faites la plainte, vous transmettez ça au procureur et c'est le procureur
le parquet qui convoque la personne ou le juge d'instruction qui convoque la personne. Merci. Une question que un auditeur nous adresse. Le 16 septembre prochain, est-ce qu'on pourra déjà commencer à toucher la question au fond? Absolument. Si le dossier est à l'état, si tous les éléments sont réunis, pour qu'on puisse entrer au fond, on ira. Merci. Alors, vous étiez au tribunal ce matin. Est-ce que est-ce que nos confrères du journal Alternative étaient à vos côtés? Ça, c'est d'un de deux. Est-ce que la partie Adjakli était là aussi avec son ou ses avocats? Oui, il y avait son conseil, la SCP Toblé qui était là. Il y avait Maître Claude Amégan qui s'est constitué à mes côtés. Et il y avait les confrères journalistes qui étaient en homme pléthorique pour le soutenir. Merci. On n'était pas là. Oui. Bon, ça ne fait pas, ce n'est pas encore grave pour le moment. Merci beaucoup, Maître Célestin Goglan, pour ce direct que vous nous faites pour nous éclairer sur la situation. Disons, rendez-vous le 16 septembre prochain. Oui, rendez-vous le 16 septembre. Merci, Maître Goglan, à vous-même et à tout le collège des avocats pour votre engagement aux côtés de la presse, aux côtés de la liberté d'opinion et d'expression dans notre pays. Eh bien, revenons dans ce studio avec juste quelques brèves. Nous en parlons depuis qu'il nous a quittés le 11 avril dernier. C'est M. Edem Kodjo. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la messe veillée à la paroisse Saint-Martin de l'Ouganda. Et puis demain, les hommages suivis de la messe d'enterrement à la cathédrale. On n'a pas encore fini d'enterrer Edem Kodjo que nous apprenons ce matin que le Togo est frappé d'un nouveau deuil. À Batisaka, c'est le désormais feu le ministre Batiem Sili Kabre qui vient de nous quitter. Et on peut dire qu'en cette période de coronavirus, c'est Paris qui devient le cimetière de nos hommes politiques. Effectivement, on a appris la triste nouvelle ce matin et que l'ancien protocole de Fele Gira Yadema et désormais ancien ministre du tourisme du Togo, 2 fois de suite il a été ministre sous Faure Gnassingbé et a rendu l'âme à Paris. Donc on va lui souhaiter un bon repos dans son dernier dans sa dernière demeure. Et pour le premier ministre, l'ancien ministre Edem Kodjo, je pense que les hommages ont commencé hier dans son village en EP, où on lui a rendu beaucoup d'hommages. C'est un grand homme, un homme comment on dit ça, incommensurable. C'est ça on dit, non? Ouais, il était immense. Il était immense. Donc les cérémonies vont continuer aujourd'hui et demain l'enterrement. On lui souhaite aussi un bon repos. Merci vraiment. Nos condoléances à la famille Kabresili. Quand il était au gouvernement, il avait un ami. On les appelait les 2 gros du gouvernement. On peut deviner que Pascal Akousoulelou Bodjona doit être assez affecté par la perte de son camarade et de son ami. Eh bien, à tous ceux qui sont touchés par le départ de Kabresili, Joachim Loko, nous, le club de la presse, nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout qu'ils gardent la foi. Naturellement, comme que ce soit Pabé Fili ou bien le Premier ministre Edem Kodjo, c'est des gens qui ont eu à servir le Togo, et particulièrement Edem Kodjo, c'est quelqu'un qui a eu à servir toute l'Afrique. Il a été un ancien secrétaire général de l'OUA, et donc nous souhaitons nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées et que leur âme repose en paix. Merci. Nous terminons notre nécrologie avec le rappel de la mort d'une autre personnalité, Batana, l'honorable Batana qui n'est plus. C'est la dépêche qui nous rappelle avec ce titre: le Togo perd un grand commis de l'État, la Cosa pleure un de ses meilleurs fils. Eh bien, paix à tous ceux qui sont décédés et que le Seigneur lui-même console les proches, les parents, les collègues, les voisins. Le nouveau coronavirus, on ne finira jamais d'en parler au point que nous faisons sortir des médecins de leur cabinet. Docteur Dadjo, rebonjour. Bonjour, Sasgaou. Et je rappelle que vous êtes médecin inspecteur de travail. Vous êtes là aujourd'hui pour nous éclairer la lanterne sur la riposte. D'abord, les chiffres tels que nous les observons du côté officiel.
Hier, le Togo avait enregistré un total de 1173 cas, 27 décès que nous pleurons. Heureusement, des gens en guérissent. Hier, ils étaient au nombre de 868 et il y avait hier 278 cas actifs. Alors, sur la riposte, la dépêche qui écrit ce matin à la page 6 que vos collègues, le corps hospitalier n'est pas ménagé. 57 soignants ont été infectés dans cette riposte. Le confrère Liberté, lui aussi, écrit là-dessus et écrit à la page 7 que la population de la région centrale apprend désormais à vivre avec la Covid-19. Disons que nous tous, nous devons désormais apprendre à vivre avec cette pandémie. Mais le problème qui se pose, c'est comment éviter que le virus ne contamine davantage dans les entreprises, sur les lieux de travail. Il y a quelque temps, nous parlions de 2 sociétés de la zone franche qui avaient dû fermer même provisoirement. Alors dites-nous, docteur Dadjo, quelles sont les dispositions particulières qu'on devrait installer au sein, ou bien sûr les lieux de travail en cette période? Alors, bonjour à tous les auditeurs. Et auditrices, s'il vous plaît. Et auditrices. Je voudrais tout d'abord commencer en disant que la riposte contre coronavirus est un problème que nous devons prendre à bras le corps. C'est une question de responsabilité individuelle. C'est d'abord ça. Et quand nous respectons à notre niveau, tout le reste va pouvoir marcher. Alors, dans les entreprises, nous pouvons les distinguer en 2 types d'entreprises, ou même dans les 2 types, on va voir encore d'autres classifications. Premièrement, les entreprises qui reçoivent de la clientèle. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent organiser donc le respect des mesures barrières pour les clients et pour les travailleurs de la structure. Vous voyez par exemple, quand les gens se retrouvent devant une agence, ça peut être la banque ou ça peut être une agence de téléphonie, où ils sont agglutinés. Ça, c'est des situations qui font que la maladie va se propager. Donc, il faudrait organiser donc, cette clientèle pour qu'elle respecte les mesures barrières. La distanciation physique, le lavage des mains et les autres mesures qui sont prévues par le gouvernement. Maintenant, au niveau des structures elles-mêmes, au niveau du personnel dans les entreprises, nous devons pouvoir organiser donc les rotations si les gens sont dans des bureaux paysagers pour qu'ils ne s'agglutinent pas sur les lieux de travail et donc augmenter la propagation. Nous devons, si possible, mettre les gens en congé, ceux qui doivent aller en congé, ou organiser donc des congés qui sont prévus pour les mois et jours à venir pour que les gens ne soient pas nombreux sur leur lieu de travail. Et ensuite, donner des équipements de protection aux travailleurs. Les masques doivent être donnés. Docteur, répétez ça à l'endroit des employeurs. Absolument, ça, ce n'est pas nouveau pour quelqu'un. Les équipements de protection dans les entreprises doivent être donnés par l'employeur. C'est bien écrit dans notre législation, c'est bien écrit dans le Code du travail. La protection, la sécurité et santé au travail dans les entreprises incombe à l'employeur, qui est le premier responsable donc dans l'entreprise. Merci bon pour cette disposition. Nous en parlons en profond, mais c'est bien qu'un médecin du travail, inspecteur du travail, nous le rappelle à nous employés, aux employeurs et également aux clients qui viennent nous rendre visite. Alors nous embrayons sur la problématique des tests qui sont pratiqués. Et quand l'aéroport de Lomé allait être réouvert, on a vu les ministres en charge du secteur, le colonel directeur de la SALT qui nous ont rassuré que toutes les dispositions seraient prises pour que les candidats au voyage soient testés avant, au départ et à l'arrivée. Alors, docteur, est-ce que vous êtes assuré du bon fonctionnement de ce dispositif à l'aéroport de Lomé? Ok, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs rencontres des différents acteurs du secteur aéroportuaire pour la bonne tenue donc de ces voyages-là, que ces voyages soient sécurisés. Le problème qui se pose ne se pose pas en termes de ce qui doit se faire au niveau de l'aéroport. Ça se pose plutôt par rapport à ces voyageurs clandestins qui passent par nos frontières poreuses
terrestre. Au niveau de l'aéroport, je crois que tout est bien fait pour que si un cas venait à se déclencher, qu'on puisse le gérer rapidement. Donc les réunions qui ont été faites ont été organisées avec les structures de provenance de nos voyageurs, où les tests sont réalisés avant l'arrivée, puis à l'arrivée ici au Togo, vous faites encore un deuxième test pour qu'on puisse s'assurer que vous n'êtes pas porteur donc, du coronavirus. Donc ces réunions qui ont été faites, je crois que ça a impliqué beaucoup d'acteurs, et au jour d'aujourd'hui, je crois que pour l'aéroport, on ne peut pas avoir peur par rapport à la propagation dans le secteur de aéroportuaire, mais on va voir plutôt le danger du côté de nos frontières. Merci, mais de l'aéroport nous arrivent quelques informations quelque peu inquiétantes. Il y a des clients, enfin des passagers qui arrivent, on leur fait le test à leur arrivée, mais ils n'ont pas le résultat et ils rentrent chez eux à la maison. Il y a des gens qui attendent une semaine, même 10 jours avant d'avoir leur test, mais entre-temps, ils ont repris leur activité normale, leur visite, tout ça là. Alors, ce manquement, est-ce que ça vient de l'aéroport qui tarde à communiquer les résultats aux patients, ou bien plutôt l'impatience de ces clients-là qui reprennent leur activité avant de se voir communiquer les résultats? Je crois que quand vous voyez les résultats, c'est plusieurs résultats. Hein. D'abord, le résultat que vous avez fait à l'entrée, à votre aéroport de départ que vous faites, qui est communiqué à l'aéroport ici. Vous avez les résultats ici. Puis le deuxième test qui est fait. Si ces deux tests sont négatifs, je crois que vous ne devrez pas être inquiété. L'impatience là est de trop. Vous ne pouvez pas être impatient pour ça. Mais ce qui est sûr, ces résultats doivent être quand même donnés à ces. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont attendu une semaine, 10 jours, voire plus, avant que l'aéroport ne leur communique le résultat de leur test. Ce qui est sûr, si c'est que ces résultats étaient positifs, ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas être ça. Donc peut-être que c'est ce que je suppose, les énergies sont déployées pour les cas où c'est des voyageurs qui sont suspectés ou positifs donc au deuxième test qu'ils ont fait ici. Merci, docteur Soukouma Dadjo, médecin du travail. Et la propagation a conduit le sommet de l'État à proroger l'état d'urgence encore jusqu'à la mi-septembre. Cette prorogation que le confrère Fraternité trouve de curieux, une curieuse prorogation, écrit Fraternité, mais le sujet qui défait la chronique, c'est la commune Golfe 5, où le maire Aboka, qui se veut vraiment actif, prend des initiatives. Il visite certains endroits dont nous parlons ici, notamment les débits de boissons, les bars, où les gens s'agglutinent. Alors, de son propre chef, ou bien, je ne sais pas, de ce que la loi lui permet, il a fermé, ou bien il a fait fermer certains bars, ce qui lui vaut une volée de bois vert. Entre-temps, c'était les tenanciers des bars et boissons qui ont fait une conférence de presse pour s'en tenir à lui, pour s'en prendre au sieur Aboka. Des organes l'attaquent, monsieur Aboka, pour son attitude, mais d'autres le défendent. Alors nous avons fait un tour avec les trois confrères. Sylvestre Béni, d'abord, vous êtes dans la commune Golfe 5. Quelle est votre appréciation des initiatives de monsieur Aboka? Non, je crois que le maire Aboka en fait trop. Il en fait de trop parce que toutes ces mesures prises par le sieur frisent du zèle parce que vous savez j'étais en début de semaine sur nos radios où il nous a été dit que le préfet Aboka est rentré dans une... C'est le maire. Pardon. Bon, il peut même pas être préfet parce que cette manière de se conduire... Pour le moment, nous parlons non, il ne sera pas préfet. Alors, ce que je dis, c'est que il est rentré dans une église au moment où un pasteur prêchait et il circulait tout bonnement dans l'église et il s'est fait que entre-temps, il y a quelqu'un qui, par inadvertance, son cache-nez est tombé et puis il a mis le pied là-dessus. Vous voyez, ce comportement-là de se faire d'un maire n'est pas digne. Et je me demande si le maire Aboka peut se conduire de cette manière dans un couvent ou dans une mosquée. Il risque d'être agressé. Vous voyez, et c'est lui, le seul maire qui aujourd'hui est vomi de toutes parts
parce que vous avez vu qu'il est parti, il a ramassé des chaises, donc des gens disant que non, ils ne respectent pas les mesures barrières. Et en plus, lorsque les gens sont allés là pour redemander donc les instruments et tout ça, et il a fait venir donc les forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes, et même un tenancier de bar a été arrêté. Donc cette manière de conduire, vous verrez que le monsieur a gardé sa veste du président de la délégation spéciale de la préfecture du Golfe. Et cette manière donc de casser les choses des gens, cette manière donc de mettre les familles dans le dénouement, donc il a gardé ça. Et j'ai l'impression que quand les Togolais crient, quand les Togolais sont dans le malheur, ça lui fait sourire. Et c'est cette manière-là qui use aujourd'hui. Donc Monsieur Abouka, j'ai l'impression qu'il a le marteau dans la tête. Donc il faudrait que à un moment donné qu'on puisse le décourager, parce que cette manière de se conduire, je l'ai dit, il risque donc d'être agressé quelque part, et bien que peut-être la personne ne soit arrêtée, lui, il en aura au moins beaucoup subi. Merci. Abba Chisaka, vous en parlez aussi dans votre journal quand le Mania Libéré écrit Aboka Kossi contre les tenanciers de bar, commune Golfe 5, une commune particulière de la capitale, écrivez-vous. Et l'article fait mention d'une manifestation devant la mairie qui a été dispersée violemment à coups de gaz lacrymogène. Oui, effectivement. C'était le vendredi matin, je crois. C'était le lundi dernier qu'il y a eu les manifestations suite au fait que M. Abouka était allé dans les bars au niveau de sa commune à Vidi-Limousine, où il a fermé des bars dans la nuit. On a parqué un véhicule, on ramassait les baffles, il y avait les chaises, les tables et autres qui sont ramassées. En fait, pour faire tout ceci, il faudrait au moins un huissier qui va faire le constat de tout ce qu'on a ramassé. Et après, lorsque les propriétaires vont venir réclamer les choses, au moins avec le papier, ils vont savoir que voilà ce que vous avez pris chez moi, c'est ça. Si aujourd'hui il a pris 20 chaises dans un bar, et au niveau, lorsque il s'agit de faire le retrait, d'autres disent que non, tu m'as pris plus de 20 chaises, c'est 50 ou 100. Comment va-t-il s'en sortir? Il ne l'a pas fait. Et puis quand on a renvoyé et on a fermé les bars, il arrive au niveau de Tochi, dans un bar qu'on appelle 5 étoiles. Le bar était déjà fermé. Vous connaissez les noms des bars? Oui. Okay. Et c'est le propriétaire qui a été interpellé. Oui. Donc dans ce bar-là, c'était fermé. Lui, ils étaient fermés. Dès là, ordonné qu'on ouvre le bar. On a ouvert le bar et ils ont commencé par ramasser les chaises. Puisque le bar Est-ce que les gens étaient dans le bar? Les gens n'étaient pas là. Donc, et on a pris, lorsque même ceux-là qui sont venus pour ramasser, ils ouvraient même les congélateurs, ils mettaient les boissons dans leur poche pour s'en aller. Ah bon? Oui. C'est du vol, ça. Donc, et c'est là... Vous êtes sûr de ce que vous dites là? On a fait appel au propriétaire. C'est le propriétaire même qui... C'est une interview qui nous a accordé. On a fait appel au propriétaire, il est venu. Et il a constaté que les gens étaient en train de voler les boissons. On a pris ces baffes, on a pris les chaises et autres. Et ils ont emporté tout. Sans constat. Donc, ce qui a fait que, lorsque le lundi dernier, ils ont organisé une manifestation spontanée, ils sont allés au niveau du maire Abouka. Les tenanciers de bar. Les tenanciers du bar. Et quand vous arrivez, vous allez voir que ce n'est pas ceux qui sont arrivés là pour faire la manifestation, j'y étais. C'est rien que des employés, c'est-à-dire les filles, les serveuses dans les bars, parce que c'est leur chose qui a été atteinte. Leur gagne-pain. Leur gagne-pain qui a été atteint. Et le secrétaire général des tenanciers du bar est arrivé. Il a été reçu par avocat. Lorsqu'ils lui ont demandé pourquoi il a ramassé les chaises sans au moins un rapport, il dit qu'ils n'ont rien vu encore. Ils verront plus que ça, que le pire arrive. C'est ce qu'il a répondu au secrétaire et ils sont sortis. Et puis il a dit que lui, la santé des populations importe plus, surtout. Donc, et le secrétaire est sorti au moment où les serveuses et puis les autres agents, les autres gérants sont en train de manifester. Et quelque temps après, c'est la police qui est arrivée avec les gaz lacrymogènes. Et on a tiré dans le tas. On n'a même pas tiré en l'air pour disperser. Puisque c'était devant moi. On a tiré dans le tas. Est-ce qu'il y avait eu sommation? Il n'y avait pas eu de sommation.
C'est-à-dire ils arrivent, la police est arrivée en même temps. C'est que même la voiture ne s'est pas encore arrêtée. Quand il est sorti, quelqu'un est sorti, avant qu'elle a tiré dans le micro. Il a tiré dans le tas sur les... Sans aucune sommation. Sans aucune sommation. Et on a commencé à tirer partout. Et je me suis demandé, est-ce que les gens, les riverains, ne vont pas avoir les gaz? Donc vous-même, vous auriez pu être confondu avec les manifestants. Heureusement, quand ils arrivaient, moi, je me suis reculé, puis j'ai pris mon gilet. Les réflexes du journaliste. Ouais, j'ai pris mon gilet, et j'ai porté. Donc c'est devant moi. Il y a le propriétaire du bar donc, qui a été arrêté. C'est à côté de ma voiture, il était. Quand un policier est venu, un gendarme est venu, lui retirer la clé de la moto, il dit embarquez-le. On l'a embarqué. Merci. Eh bien, docteur Dadjo Soukouma, vous êtes médecin du travail, vous travaillez avec l'inspection du travail. Alors, c'est une question de santé, mais également de travail. Votre avis sur ce phénomène dans la commune Golfe 5? Vraiment, peut-être vous allez souffrir que moi je vais un peu relativiser par rapport à ce qui se passe quand vous traversez Limousine et le carrefour Y. C'est vrai que là, les mesures barrières ne sont pas respectées. Ça, c'est un problème que nous avons constaté. Et dont nous avons beaucoup parlé ici au Club de la Paix. Les gens sont attroupés. C'est vrai qu'en prenant son pot, on ne peut plus mettre le masque et tout ça. Mais il n'y a pas de distanciation physique. Donc les gens se tapotent, les gens pratiquement s'embrassent. Vous savez, quand l'alcool arrive dans le jeu... Absolument. Donc, quand vous voyez ces choses, vous vous dites que c'est comme si les Togolais ont oublié que le coronavirus existe encore. Les gens pensent que le coronavirus est derrière nous. Mais c'est vrai que, en disant ceci, je ne valide pas ce qui se passe par rapport à ces chaises qui sont ramassées, à ces tables et à ces interpellations. Donc, voilà que, par rapport au respect des mesures barrières, dans les bars, vraiment, ça laisse à désirer. Merci. Joachim Loko, les bars ne sont pas que dans la commune Golfe 5. Alors, est-ce que c'est les autres maires qui manquent de courage, comme leur camarade Abouka, ou bien si c'est Abouka qui en fait trop, ça c'est d'un. De deux, est-ce que le maire Abouka veille quand même à entourer ses sorties des dispositions légales, notamment prendre un arrêté municipal en bonne et due forme, et se faire accompagner des huissiers de justice pour faire constater ces sorties sur le terrain? Ça, j'espère que vous avez l'habitude de faire un tour au niveau de Limousine. Je passe là-bas matin et soir. Oui, comme l'a dit le docteur, le spectacle que s'offrent nos concitoyens, c'est ahurissant. Il va falloir des mesures très fortes parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en état d'urgence. Sanitaire. En état d'urgence, oui, c'est une guerre. C'est une guerre que nous lançons contre la maladie, la Covid-19. Et donc, le maire, pour une fois, moi, j'accepte, ou bien j'apprécie positivement tout ce qu'il fait. Pour une fois, je ne suis pas un fan d'Abouka. Mais tant que les gens, qu'est-ce qui empêche ceux qui veulent boire d'aller prendre leur bière et de revenir à la maison tranquillement pour boire? Il y a l'ambiance sur les lieux. Qu'est-ce qui leur empêche de prendre leur bière et de revenir à la maison pour boire? Bien sûr, il y a l'ambiance. Maintenant, ce que je regrette, il va falloir qu'il y ait des arrêtés au niveau du maire Avocat, qu'il prenne des arrêtés et pour qu'il signifie aux tenanciers de bar et que les huissiers viennent faire le constat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui travaillent dans les bars, ils sont en train de perdre leurs emplois. Mais quand même, on doit beaucoup plus sensibiliser les tenanciers de bar pour que les mesures soient respectées. Et surtout, et prendre des dispositions pour que si quelqu'un veut aller prendre de la bière, qu'il prenne sa bière et qu'il revienne à la maison pour boire. Merci, c'est une question qui est posée. Les bars officiellement ne sont pas fermés, mais est-ce que les tenanciers des bars organisent les mesures barrières comme il le faut? Est-ce que les clients même se comportent de façon décente dans les bars? Et puis, est-ce que le maire Abouka s'entoure de toutes les dispositions légales, puisque nous sommes dans un état de droit
Et tout ce que nous faisons doit être soutenu par la loi, justement. Silas Béni? Oui, moi je crois que je ne suis pas d'avis avec Joachim, lui-même il le sait, parce que vous savez, dans toute chose il faut une pédagogie. Et au niveau donc de Limousine Torti, ce n'est pas le seul bar au Togo. Et ce n'est pas le seul bar dans une commune. Il y en a d'autres. Mais comment est-ce que les autres ont réussi à inculquer cette pédagogie-là, à faire en sorte que les gens respectent donc la distanciation physique, à faire en sorte que les gens observent les mesures barrières. C'est à cette école-là que le maire avocat devait plutôt y aller, au lieu donc d'utiliser la méthode forte. Je crois que le maire avocat pourrait, moi, il m'arrive donc de rester également dans les bars. Vous verrez donc les forces donc du Covid qui arrivent et qui vous disent observez les mesures barrières, ils arrivent sur une table, prenez des distances sociales. Le avocat peut quand même outiller ses employés qui sont sur le terrain à inculquer ces notions-là donc aux Togolais. Ce n'est pas parce que je vais boire et que je suis obligé donc d'aller acheter et aller boire à la maison. Je peux également être dans le mouvement, être dans l'ambiance, ça me fait voyager et après je reviens chez moi. Vous voyez, donc cette manière de dire que le pire arrive, je vous dis que cette manière de se comporter, lui-même risque d'être agressé s'il continue dans cette façon de faire. Inculquer les valeurs, enseigner la pédagogie, et vous verrez que ça va marcher comme si des roulettes. Merci. Pour terminer, tout le monde est d'accord que Limousine est un coin animé. Et ce n'est pas Limousine. Quand vous allez dans Agoye, dans les autres communes, c'est comme ça, c'est animé. Mais c'est la pédagogie. Pas en même temps le bâton. La méthode. La méthode, c'est la pédagogie. Allez sensibiliser les gens. Parce que nous voyons même dans certains bars où les forces de FOSAP descendent dans les bars pour demander aux gens, mais mettez-vous séparés aussi. Là où il y a 3 personnes autour d'une table, ils demandent de se séparer. Et on les sépare. Donc c'est une pédagogie qui va continuer par prendre corps. Donc c'est une question de méthode. Eh bien, si tu permets, justement sur le Covid, il y a un fait également qui s'est passé au niveau donc de la frontière de Kodjoviakopé. Oui. Le samedi, il y a quand même des femmes qui sont venues donc du Ghana qui devaient rentrer ici au Togo. Dans un premier temps, il y a la force de l'immigration qui les a arrêtés. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Entre-temps, il y avait aussi un véhicule sous forme de fourgonnette qui passait. Et puis, on a mis ces personnes-là dans la fourgonnette pour passer la frontière. Ils étaient au nombre de 19. Vous avez bien compté. Je vous dis, nous avons les informations, nous avons des gens qui sont sur le terrain et nous avons même les images de la fourgonnette. Et ils voulaient passer la frontière et à un moment donné, l'immigration les a arrêtés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, on les a mis dans la fourgonnette qui est arrivé donc au niveau de la frontière togolaise. Il y a la douane togolaise qui voulait voir ce qui est dans la fourgonnette et puis on retrouve des gens. Et la douane a empêché. La douane togolaise a empêché que ces gens-là entrent au Togo. Et ils sont retournés, il les a retournés au niveau donc de l'immigration. Ces gens-là sont restés là de 13h à 20h. Et entre-temps, peut-être qu'il y a des coups de fil qui sont passés et les mêmes personnes avec la même fourgonnette bleue sont rentrées au Togo. Donc voilà la manière dont les gens se comportent au niveau de... Je parle donc de la frontière Kodjoviakopé. Vous parlez de ce dont vous avez été témoin vous-même. Je parle de la frontière Kodjoviakopé, ça s'est passé le samedi. Frontière officielle. Ça. Donc, si je préfère qu'on puisse peut-être demander aux gens d'ouvrir la frontière et de mieux, et du moins gérer l'afflux avec les dispositifs, au lieu donc d'utiliser ces méthodes-là parce que vous savez, au niveau des frontières peureuses, entre-temps, c'est des militaires qui prenaient 2000 francs pour laisser les gens passer. Donc, sûrement que ces personnes-là, entre-temps, ont fait des gestes et on a demandé donc à ce qu'ils rentrent. Donc, dans un premier temps, la douane a refusé et a renvoyé ces personnes-là vers l'immigration. Ils sont restés là de 13h à 20h. Mais entre-temps, on les a lancés, donc restés. Imaginons que ces personnes-là, il y a parmi eux des gens qui ont... Est-ce qu'on leur a fait le test Non, le test n'a pas été fait. D'après nos informations, merci. Dr Dadjo, ni vous ni moi, nous n'étions sur les lieux, mais à supposer que le témoignage de notre confrère est vrai, cela pose quand même un problème au niveau de la frontière, aussi bien du côté Ghana que du Togo. Absolument, c'est de ça que je parlais. Donc, c'est ces personnes-là qui entrent au Togo sans être contrôlées, sans être testées. C'est eux qui posent plus le problème chez nous. C'est eux qui vont faire propager la maladie dans la population. Parce que chacun ira chez lui, chacun a soit sa femme ou son mari et des enfants. Sa femme ou son mari va au marché ou va travailler. Si
il a été en contact avec le virus. Vous voyez comment ça se propage. Ça a une vitesse éclair. C'est un problème. Ça, je crois qu'on devrait outiller donc les services de l'immigration pour qu'on puisse tester aussi au niveau des frontières terrestres, qu'on puisse tester. D'autant plus que l'ouverture officielle des frontières terrestres pourrait intervenir dans les prochains jours, pourquoi pas. Santé Éducation n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais le journal, il est là, qui nous rappelle à la page 3 cet article, Covid-19, le citron pour fortifier notre immunité. La recette se trouve dans l'article. Autre plante dont pas Santé Éducation, c'est la citronnelle. La citronnelle contre les règles douloureuses pour les femmes et également soigner, prévenir notre insomnie pour nous tous. Et puis, autre article, notamment le jatropha rouge, qui peut être efficace contre l'hypertension artérielle et soigner l'anémie. Et Santé Éducation nous parle également d'une maladie un peu rare, mais qui fait beaucoup de dégâts, c'est l'hémophilie. Cette maladie hémorragique héréditaire et handicapante, qui est une affection hémorragique héréditaire, donc due à la diminution ou à l'absence d'un facteur de coagulation dans le sang. Donc on lira Santé Éducation, on en saura beaucoup plus. Daniel Agbevon, bonjour. Bonjour, Sas. Eh bien, jusqu'à l'université, on nous enseigne que l'une des meilleures façons de parer la Covid-19, c'est de manger bien pour doper son immunité. Oui. Et vous qui êtes pâtissier, boulanger, vous nous proposez des recettes. Oui, depuis avril passé, nous avons fait sortir le pain Blibo. Et le pain complet Blibo, c'est-à-dire du pain manioc, fait à base de manioc et de la farine complète du blé, plus quelques ingrédients naturels que nous avons ajoutés, qui permet à celui qui le mange de renforcer son système immunitaire. Actuellement, il y a d'autres pains que nous avons fait sortir également, qui est le pain gingembre, le pain manioc au gingembre, le pain manioc au curcuma, le pain manioc aux champignons, et sous comme c'est du béti. C'est-à-dire nous prenons tous les ingrédients qui sont là pour renforcer le système immunitaire de l'être humain, pour en faire du pain. Et c'est dans l'optique où nous disons aujourd'hui qu'on ne va plus manger le pain parce qu'il faut manger le pain. Il faut manger le pain pour sa bonne santé, parce que le blé que nous consommons directement, le blé blanc, n'est pas tellement riche. Donc, il faut le renforcer avec d'autres ingrédients naturels du terroir. Oui. Donc, vous incorporez, vous avez commencé à faire du pain avec nos tubercules, le maïs, plutôt le manioc et l'igname, la patate douce. La patate douce. Oui. Maintenant, vous y incorporez les épices et les plantes comme le gingembre. Le gingembre, le curcuma, esrou, djumbuchi, le champignon, le moringa, l'ail, tout pour pouvoir permettre à la personne qui le mange d'être en bonne santé. En fait, c'est des pains médicaments que vous nous proposez. Oui, des pains médicaments, bien sûr. Parce que nous sommes dans le concept, je mange du pain pour ma bonne santé. Oui. Alors, comme le pain est un aliment de consommation publique, est-ce que vous approchez les services de l'agriculture, notamment l'ITRA, pour vous faire accompagner par des études de laboratoire? Oui, et nous avons fait certifier notre produit par le service d'hygiène, l'Institut d'hygiène et puis l'ITRA. Nous avons des agréments par rapport à tout ce que nous produisons. Donc, si vous avez l'aval officiel des autorités en matière de santé, c'est que c'est votre façon d'encourager la riposte par ces pains médicaments. Oui. Et ils sont déjà disponibles. Oui, les pains sont disponibles. Actuellement, nous sommes en promo dégustation au supermarché Ranco d'Adjido Adin. Vous pouvez passer déguster gratuitement le pain. Si vous êtes intéressé, vous le payez là-bas. Mais nous sommes ici au studio de Canal FM, nous. J'ai apporté quelques pains pour vous. Dommage pour vous que vous ne nous regardez pas, mais nous allons déguster en votre nom et à votre place après l'émission. Merci Daniel Agbevon. Où est-ce qu'on peut vous trouver je sais que votre boulangerie se trouve vers Zanguera. Oui, c'est à Zanguera. Nous sommes à Zanguera et peu avant le péage en allant
à Kpalimé. Et les baguettes de ces pains-là, ils sont à des prix abordables. Oui, c'est pour le moment, compte tenu de certains petits problèmes que nous avons, nous vendons actuellement à 1000 francs. Seulement. Pas seulement. Mais d'ici 2 semaines, quand on aura bouclé avec les autres supermarchés, on aura du pain à partir de 500 francs. Eh bien, du pain au manioc, du pain à l'igname, du pain à la patate douce, au maïs avec les plantes médicinales, les ingrédients. Et vous voulez dénommer comment? D'abord, votre boulangerie, c'est Glory Bread. Glory Bread. Mais nous appelons ça dans un pays francophone. Hein? Oui, nous appelons le pain national. Pain national. Pain national. Merci. Et il y a un ministère dédié à la promotion de la consommation locale. Merci d'offrir des spécimens de votre pain au ministre ADJ, qui pourra peut-être vous aménager un étalage dans son ministère. Merci. Merci. Sans transition, nous nous transportons au Mali. La situation au Mali, nous la suivons tous depuis hier. Mais dites-nous, l'escalade, Joachim Loko, c'est à ma gauche, est-ce que vous êtes surpris par la sortie des militaires hier, avec les résultats qu'on connaît? Tous vos journaux écrivent que le président Ibrahim Boubacar Keïta, son premier ministre, on annonce également le président de l'Assemblée nationale et de hauts dignitaires qui ont été arrêtés et gardés par les militaires dans les casernes. Joachim Loko, est-ce que vous avez été surpris par cette escalade militaire hier? Non, il faut dire que nous ne sommes pas surpris, c'est parce que d'habitude au Mali et au Niger, quand la situation devient insupportable au niveau politique, c'est-à-dire des déchirures entre l'opposition et le pouvoir, c'est l'armée qui sert d'arbitre et qui intervient et qui rétablit l'ordre, et c'est ce que les militaires maliens ont fait hier en séquestrant le président et en exigeant sa démission, et c'est ce que le président Ibeka a fait. C'est dommage quand même pour la démocratie africaine qu'on laisse de côté la démocratie et que les militaires interviennent dans l'arène politique pour dégager un chef d'État. C'est pas bon pour la démocratie africaine. Et ça, c'est les échecs de la CEDEAO. La CEDEAO qui, au lieu d'être une CEDEAO des nations, est devenue une CEDEAO des chefs d'État qui ont formé un syndicat pour se soutenir dans le mal, et c'est ça qui entraîne ce genre de situation. Et donc, nous pensons quand même que la CEDEAO doit revoir sa copie et ne pas se cantonner sur ses principes, protéger les chefs d'État coûte que coûte, mais écouter quand même les peuples qui sont en train de souffrir. Parce que nous sommes dans une génération de 2.0 en 2020. Les réalités de 2020 ne sont plus acceptables. Et les réalités de 2020 sont différentes plutôt des réalités des années 60, des années 70 et 80. Et donc les peuples deviennent de plus en plus matures. Il va falloir que les chefs d'État, quand ils sont élus, qu'ils respectent la Constitution sur laquelle ils ont juré de respecter, qu'ils respectent cette Constitution, et ça là, ça va aller. Mais malheureusement, en Afrique francophone, nous avons remarqué qu'au sein de la CEDEAO, en Afrique anglophone, ça marche, et c'est en Afrique francophone que ça ne marche pas. Et dommage quand même que la CEDEAO doit... On a vu le président Ibeka portant le masque, mais depuis la caserne militaire, adresser un message à son peuple. Il dit qu'il démissionne lui-même, mais avant sa démission, il a prononcé la dissolution de son gouvernement, de l'Assemblée nationale. Mais il a quand même dit une parole qu'il ne souhaiterait que le sang d'un seul Malien soit versé pour le maintenir au pouvoir. Ça, c'est deux. De deux, on a suivi, vous sans doute, la proclamation du comité national pour le salut du peuple. Eh bien, le tableau qui dresse du Mali, ils disent que la situation au Mali est de plus en plus sombre au jour le jour. Le Mali qui peut sombrer dans le chaos. Ils disent que l'existence du Mali en tant que nation est menacée dans tous ses fondements. Ils parlent d'anarchie, d'insécurité, de complaisance, de faiblesse de l'État. Ils accusent Ibeka de clientélisme, de gestion familiale de l'État, de gabégie, de vol
et d'arbitraire, mauvaise gouvernance qui induit tout un lot de frustration. Mais c'est une faillite pour Ibeka, parce qu'avant d'être président, il a été député, président de l'Assemblée nationale, ministre, premier ministre, il est à son 2e mandat, et c'est de lui que ces militaires parlent ainsi. Ouais, voilà, vous voyez la situation au Mali. Hier, tout allait très très vite. Parce que quand on a commencé par nous parler des mutins qui sont en train de se révolter dans le camp, et juste après ils sont allés cueillir Ibeka dans sa maison comme avec le Premier ministre, sans aucun, et son fils Karim, sans aucune résistance. Et ils sont arrivés, ils l'ont pris. Bon, quand ils le sortaient, mais ils ont fait avec le respect militaire et autres, là, on l'a conduit. La situation au Mali, c'est depuis 90 ou bien 91, le Mali a toujours été instable et c'est les coups d'État qui arrivent. S'il y a un problème là, c'est coups d'État. Depuis le Moussa Traoré, Toumani Touré, le seul président qui a pu faire ces 2 mandats, c'est Konaré, Alpha Omar Konaré. Juste après lui, c'est fini. Ici, on a vu entre-temps, il y avait les mêmes revendications que tu as présentées tout à l'heure. Je ne fais que paraphraser les militaires. C'est les mêmes revendications qu'ils mettent sur place. Même le M5 qui a commencé par demander le départ de l'actuel président Ibeka, c'est toujours les mêmes revendications. Moi, je me suis dit qu'il aurait même pris cette décision avant pour sortir par la grande porte que d'attendre d'être humilié de la sorte. Et puis, par rapport à ça, je vois l'échec complet de la CEDEAO, l'échec de la mission de la CEDEAO. Quand ça a commencé, on devait prendre toutes les mesures pour faire de telle sorte qu'au moins, le chef de l'État, s'il ne démissionne pas, qu'il fasse démissionner toute l'Assemblée nationale, parce que c'est par là, les législatives là, que ce problème a commencé. C'est à partir des législatives que ça a commencé. De ces élections législatives qui est la goutte d'eau qui fait déborder. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, les chefs d'État, quand ils sont arrivés, avec Goodluck Jonathan, qui était en mission premièrement, et les Ouattara et autres qui sont arrivés plus tard, on devait lui demander, bon, comprenez ce que les gens disent, il faut faire démissionner toute l'Assemblée nationale et vous organisez d'autres élections. Vous, comme ça... Mais c'est que la rue demandait sa démission à lui. Mais l'autre, le chef religieux, il a dit qu'il n'a jamais demandé... L'imam Diko dit qu'il n'a pas demandé la démission de Ibeka. Mais c'est les populations qui ont commencé par demander. C'est parce qu'ils ne voulaient pas respecter ce que les autres disent. Puisqu'il y a une inégalité sociale complète dans ce pays-là. Et depuis Toumani Touré, c'est ça qui a fait venir même les djihadistes dans le nord. Inégalité de chance, inégalité de ressources et de partage de ressources naturelles du pays. On a retrouvé qu'une partie du pays est totalement pauvre, il n'y a rien. Et ça a facilité même l'arrivée des djihadistes vers le nord. Alors, et aujourd'hui, le Mali, je ne pense pas si ils ont pu faire la cohésion au niveau du Mali parce que actuellement, le nord Mali est contrôlé par les djihadistes. Oui. Alors, si Sylvestre Béni, alors, à l'exemple du Mali, on voit qu'en Afrique, les militaires sont prompts pour déposer un président et prendre sa place. Mais quand on le cherche sur le terrain contre les djihadistes et les terroristes, on ne les trouve pas. Et puis, est-ce que cette intervention militaire ne va pas compliquer une situation au Mali déjà à la limite du maîtrisable? Non, en ce sens que, vous savez, c'est au Mali où cette phrase est intervenue pour la première fois, un coup d'État démocratique. C'est parti donc de ATT, de Amadi Toumani Touré. Donc, si vous voyez les revendications donc de ces militaires-là, enlevez juste le nom Mali ou les Maliens et mettez juste le nom Togo ou vous mettez juste le nom Côte d'Ivoire et vous verrez que c'est pratiquement les mêmes revendications dans ces pays-là. Quand ils parlent de braquage, quand ils parlent donc d'une justice aux ordres, quand ils parlent donc de gestion familiale et tout ça. Donc vous verrez que c'est presque les mêmes frustrations partout au niveau de la CEDEAO. Et lorsque vous regardez un peu des années 50, de 50 à aujourd'hui, ou du moins les premières dizaines donc de 50 à 60 et de 60 à aujourd'hui, il y a plus de 206 coups d'État en Afrique. Et si vous prenez du millionnaire, c'est-à-dire de 2000
à aujourd'hui, il y a eu 22 coups d'État, dont 2 ont échoué, le Burundi et puis le Gabon. Donc ça veut dire que pratiquement en Afrique, il y a coup d'État chaque année. Vous voyez? Et dans ces pays-là, vous verrez que c'est l'Afrique francophone qui emporte. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau même de la gestion de l'État, il y a un problème au niveau donc de la concession de l'État, il y a un problème au niveau des présidents qui ne sont pas patriotes. Parce que les gens viennent au pouvoir avec de meilleures volontés, mais premier mandat... À propos de président patriote, suivons un peu Ibeka. Il a été député, président de l'Assemblée nationale, ministre, premier ministre. Il est à son 2e mandat. Est-ce qu'on peut le soupçonner de manque de patriotisme dans son pays? Oui, juste, je pense juste cette phrase-là. Hier, il disait qu'il ne veut pas que le sang donc d'un seul Malien pour son maintien au pouvoir. Pour son maintien au pouvoir, c'est pourquoi il a démissionné. Il aurait dû le faire quand les gens marchaient. Il y a déjà eu des morts. Quand les Maliens commençaient par manifester, il y a eu plusieurs morts. Mais c'est le sang des Maliens qui était versé également. Mais pendant tout ça, il s'accrochait au pouvoir. Donc déjà un Malien tué, c'était déjà un Malien de trop. Et quand aujourd'hui Ibeka, parce qu'il est au milieu des militaires, il a fait démissionner l'Assemblée nationale, il devait également le faire. Il a fait démissionner une partie des députés nouvellement élus. Oui, bon, quand il dit, non, quand il, je parle donc du discours. Non, je parle du discours d'hier, quand il dit que, en conséquence de droit, l'Assemblée nationale est dissoute et tout ça, il pouvait le faire depuis. Et là, ça lui aurait évité l'humiliation là, hier. Donc, comprenez que à chaque fois que la CEDEAO des nations n'existera pas, ou à chaque fois qu'on aura cette CEDEAO, il y aura toujours des coups d'État démocratiques. Vous avez vu ce qui s'est passé donc au Niger. Au Niger où Mamadou Tandja voulait forcer les choses et faire un 3e mandat, il a été déposé. Vous avez vu, donc c'est cette culture-là. Donc nos présidents également doivent ancrer en eux qu'il y a une constitution, il faut respecter la constitution. Faites donc les 2 mandats selon la constitution ou le septennat selon la constitution. Justement, on n'a pas permis à Ibeka d'aller au bout de son 2e mandat. Non, Ibeka faisait son 2e mandat, mais sauf qu'il y avait déjà des revendications en ce qui concerne donc les élections. Et je disais que si vous voyez au niveau donc du continent africain, surtout dans la zone francophone, il n'y a jamais eu d'élection. Il n'y a qu'un formalisme démocratique. Merci Sylvestre Denis. Alors à côté du Mali, il y a 2 pays voisins dont la situation n'est pas un modèle de stabilité. Il y a la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ces 2 pays qui devront aller à des élections présidentielles d'ici, en octobre. Alors vous connaissez tous le débat dans ces pays. Est-ce que les Maliens pourraient susciter des émules auprès de leurs camarades d'armes en Côte d'Ivoire et en Guinée? Joachim Loko? Non, mais pourquoi pas, parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, les prémices, on sent même les prémices d'un affrontement violent entre le RHDP, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara et puis ses opposants. Et nous savons que 10 ans plus tôt, en 2011, il y avait eu une guerre et c'est la France qui avait maintenu ou bien imposé le président à dos au pouvoir. Et donc, par rapport à ce qui s'est passé au Mali, pourquoi pas, il y a certains officiers ou bien jeunes officiers, ils peuvent se dire, bon, nous aussi, nous voulons rentrer dans l'histoire, nous voulons rentrer dans l'histoire et nous allons faire comme nos frères. Dans l'histoire, plutôt entrer dans l'incertitude. Dans l'histoire ou l'incertitude, puisqu'il y a certains qui applaudissent les militaires qui ont fait le coup d'État hier et certains qui les condamnent. Donc, ça dit ça, dans l'histoire, ça se situe du côté où on est, soit on est pro coup d'État ou bien on n'est pas pro coup d'État. Et donc, je voudrais rejoindre mon confrère Sylvestre Béni. Il va falloir que les chefs d'État exercent de façon convenable le pouvoir, qu'ils respectent la constitution sur laquelle ils ont juré. Et donc, ça va éviter des problèmes en Afrique francophone. Merci. Un auditeur nous rappelle qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans jour pour jour, le 19 août 2017, que le phénomène Tikuya Tchadam est arrivé ici au Togo. Dieu merci, nous n'en sommes pas au un coup d'État. Eh bien, il va être midi 12h dans quelques instants. Nous allons marquer une petite pause, souffler un peu, adresser un clin d'œil à nos partenaires et nous revenons pour la partie inclusive avec les auditeurs en ligne. 93.5 Canal FM.
Nous avons parlé de l'ouverture du procès à Djakli contre l'alternative ce matin. On a rappelé les obsèques, disons la nécrologie avec ces morts qui frappent notre pays, le Togo. Nous sommes un peu sentis sur la riposte à la Covid-19. On a terminé par le Mali. Entre-temps, notre boulanger-pâtissier qui a partagé avec nous ses recettes sur l'un ou l'autre sujet. Nous vous écoutons. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Pelé. Oui, allez-y. Je salue le plateau. Bon, pour le procès à Djakli et Ferdinand, il n'y aura pas de souci. Je pense que Ferdinand va gagner. Merci. C'est le peuple qui a gagné. Et c'est la presse togolaise qui est la seule arme du peuple. C'est ça. Concernant le Mali, je pense que tout ce qui se passe dans les pays francophones, en Afrique de l'Ouest, on peut dire que chaque peuple et sa culture. Je pense que le Mali a sa culture. On fait un coup d'État. Quand ATT avait fait le coup d'État, il est parti voir Moussa Traoré, suis-moi, et il le suit. Le deuxième aussi, on a fait ça à ATT, suis-moi, il le suit. Le troisième aussi, celui-là aussi a fait, suis-moi, il le suit. Je pense que dans les autres pays aussi, il y a des coups d'État, il y a des présidents qui passent. Au Bénin, Kérékou est parti clairement avec la démocratie. Et il est revenu encore. C'est ça. Au Nigeria, l'autre là aussi, Obasanjo est parti, il est revenu. Mais dans certains pays, on dit que, oui, mon papa m'a dit qu'il ne faut pas laisser le pouvoir. Si vous laissez le pouvoir, vous ne pouvez plus le prendre. Et c'est ça la démocratie. Merci Pelé de nous avoir fait voyager dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. L'auditeur suivant, bonjour. Alors bonjour le plateau. Oui, Akadjao Patrick. Tout à fait. Il y a ça grésille trop dans le téléphone. Ok. Et moi, je voudrais intervenir par rapport à la situation malienne. En réalité, le président Ibeka est venu d'une façon démocratique. Moi, je condamne le coup d'État des putschistes. Parce que ce n'est pas possible qu'un président qui a été élu d'une façon démocratique puisse être chassé de cette façon. En réalité, ces militaires devraient aller combattre contre les djihadistes au lieu de capturer le président, de le mettre en arrêt avec son gouvernement. C'est moi, mon point de vue. C'est de l'hypocrisie. Merci de le partager avec nous. Nous passons au troisième auditeur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sall. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Corti de Sabalo. Oui, nous vous écoutons. Oui, je voudrais dire par rapport à la situation du Mali que quand vous avez amené ce sujet, entre-temps, je vous avais dit que les Maliens ne sont pas comme les Togolais, que ça va se régler de cette manière. Et voilà, ça s'est passé. Maintenant, concernant M. Aboka, je voudrais dire à M. Aboka que je l'aime beaucoup. Parce que sans M. Aboka, ce qui allait se passer sur la route de Paris-Mel, les gens allaient beaucoup être sur cette rue-là. Oui. Mais c'est grâce à lui. Et il en fait autant sur ce dossier. Mais de grâce, qu'il fasse ce qu'il a actuellement. Parce que ça, c'est usine. Ça va terminer. Merci. Pour Aboka, le réaction nous enseigne que Aboka a quand même expliqué longtemps aux bars avant de les fermer. Et puis même à Limousin, ce n'est pas tous les bars qu'il a fait fermer, mais ceux qui se montraient un peu trop récalcitrants. Bonjour. Oui, bonjour. Comme l'a dit David, nous vous écoutons. La CEDEAO, moi je n'arrive pas à les comprendre. Pourquoi ils condamnent maintenant le coup d'État des militaires? Au moment où certains chefs d'État modifiaient leur constitution pour faire deux ou plus de deux mandats, ils se taisent. C'est pas un coup d'État constitutionnel ça? Tu ne peux pas condamner ça? Normalement, c'est à partir de là que ces chefs d'État devaient intervenir. Pour qu'il n'y ait pas au Mali, Ibeka n'a pas changé la constitution. Je ne refuse pas la manière dont il condamne, parce que Ibeka est venu démocratiquement, mais la manière dont il gère son pays ne plaît pas à la population. Et la CEDEAO quand même devait intervenir pour dire la vérité à Ibeka, de dissoudre au moins l'Assemblée. S'il avait au moins dissous l'Assemblée, je pense que la population quand même devait s'apaiser. On ne devait pas l'humilier aujourd'hui. Merci. Donc j'exhorte la CEDEAO de tout faire pour que dans la sous-région,
il faudrait que tous ces chefs d'État passent 2 mandats au plus. Merci. Sinon, je rappelle juste qu'il n'y a pas que le Mali et la CEDEAO. Il y a d'autres sujets dont nous avons parlé qui devraient aussi vous intéresser. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Chad. Mais un autre va venir si ce n'est une autre. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment allez-vous? Ça va chez nous. Le taximan, garez-vous bien et puis parlez-nous. Ok, j'ai déjà serré ma voiture depuis. Bon, premièrement, je donne 20 sur 20 avocats. 20 sur 20? 20 sur 20. Ok. Parce qu'il y a certains journaux qui l'ont écrit qu'il y a d'autres maires qui ne travaillent pas. Ils ne font qu'insulter d'autres maires. Maintenant, les autres maires, ils ne font rien. Avocat, lui, il a raison. Il ne veut pas que le maladie se contamine partout. Donc, c'est son droit, c'est son golf. Il est élu. On l'a élu là-bas pour surveiller des choses. Donc, ce qu'il fait, c'est son droit. Il ne faut pas qu'un surveille avec ses amis nous dit que ce qu'avocat fait, c'est pas bon. Si tu vois avec du Imodine, introduit, samedi, dimanche, ça, c'est ton petit partenaire. Et après tout, c'est eux qui vont rester au feu jusqu'au demandent l'argent, donne-moi un peu, ils vont nettoyer tes vitres. Quand tu leur donnes l'argent là, samedi, c'est pour aller faire n'importe quoi avec. Ça, je félicite l'avocat. Merci. Au sujet du Mali. Merci. Il faut savoir comment, si tu veux gouverner un pays là. La preuve qu'au club de la presse, il y a le pour et le contre. Merci Karim. Maintenant, repartez à bord de votre taxi. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Oui, Papa Sibiti. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Sass. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, le plateau. Oui. Premièrement, pour monsieur avocat, vous-même vous entendez comment les gens parlent. Vous êtes journaliste. Est-ce que monsieur Sass peut aller dans un bar et sévir? Est-ce que monsieur avocat, avant de le fait par sa propre guise? C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas un droit ou bien un pouvoir? Moi, est-ce que ceux qui le condamnent, est-ce qu'il ne peut pas aller voir M. Abouka, discuter avec lui? Mais nous voulons que vous fassiez ceci, nous voilà ce que nous voulons. Il ne va pas les renvoyer. Ça, nous sommes des papas, on va vous donner des quoi. Deuxièmement, mais c'est ça, c'est cette affaire de démocratiquement élu. Il est démocratiquement élu. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Togo, deuxième coup d'État, Gourouski fait à son âme. Quand c'est la force, quand vous ne le traitez pas avec les militaires, vous vous trompez. Avant de prendre vos décisions, il faut les inclure. Quand Gourouski est parti, il dit je pars, mes têtes hautes. C'est avec une petite baguette que les militaires vont vous faire partir. Il faut faire attention. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. Les aînés ont compris les allusions de Papa Sibiti. Revenons en 2020 avec l'auditeur suivant. Bonjour. Bonjour. Oui. Comment ça va? Ça va chez nous. D'accord. C'est pour intervenir, s'il vous plaît. Vous êtes en direct, c'est monsieur? D'accord, c'est monsieur Sokbalé. Sokbalé. Oui, Sokbalé. Sokbalé. Il y a encore demain à intervenir. Oui, Jacques Amouzou avait déjà dit pour demain. D'accord. Ok. Bien, au sujet du Mali, souvent nous avançons la thèse démocratiquement élu. Et c'est ce qui fait que ces chefs d'État, lorsqu'ils viennent, ils font du n'importe quoi. Et ils n'observent pas la règle du jeu proprement dite. Et la CEDEAO a toujours sévi lorsqu'elle aussi a compris que c'est à cause de ce genre de choses qu'elle a demandé ce que l'on applique seulement 2 mandats. Et lorsqu'elle constate qu'il y a quelqu'un qui veut outrepasser ces 2 mandats, elle doit intervenir pour dire qu'elle est en train de violer la loi, bien la loi de la CEDEAO. Mais la CEDEAO ne dit rien. Nous, je prends l'exemple ici, nous sommes à plus de 2 mandats, de 3 mandats, la CEDEAO ne dit encore rien. Si les militaires interviennent, la CEDEAO va dire que c'est un coup d'État. À ce jour, ce n'est pas un coup d'État au Togo, tout comme au Mali, ce n'est pas... au Mali, c'est la malgouvernance. Aussi au Togo, ici, on parle de malgouvernance depuis... Merci. Il n'a pu terminer malheureusement. Je rappelle qu'on a parlé du Mali, mais on a parlé également d'autres choses, notamment la réponse à la maladie du nouveau coronavirus. Bonjour l'auditeur. Allô? Oui. Oui, c'est Marcel. Oui, allez-y Marcel. Oui, bonne émission. Merci.
Oui, moi je parlais pour le cas Aboka. Franchement, moi je suis pour. Même si les autres maires ne veulent pas travailler là, si Aboka finit dans sa commune, il n'a qu'à aller dans d'autres communes mettre de l'ordre. Il y a trop de n'importe quoi, franchement, dans les bars. C'est de n'importe quoi total. Si Aboka finit vers Limousine, il n'a qu'à aller vers Agoya, à Déticopé, je vous assure. C'est de n'importe quoi. Maintenant, pour le cas Mali, je vois qu'il faut mettre un peu de calme dans cette histoire. Et ça, vous savez, lundi seulement, il y a une émission sur RFI qui parlait d'une, comment l'appelle-t-on, d'un communiqué que l'ONU sortait que les chefs militaires du Mali négociaient avec les djihadistes qui prenaient l'argent. Oui. Depuis que les manifestations ont commencé, les gens mouraient, les chefs militaires n'ont rien dit à IBK. C'est vrai qu'il y a un rapport qui épingle certains chefs militaires de pratiques irrégulières. Voilà. Et maintenant, lundi seulement, cette affaire fuit en même temps et on saute. Et mardi, il y a coup d'État. Recherchez peut-être le rapport. Oui, le suivant, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est Mohamed. Pardon? C'est Boubacar Mohamed. Boubacar Mohamed. Oui, parce qu'il y a un autre Boubacar, généralement, donc je préfère Boubacar. Ok, vous connaissez entre Boubacar et Mohamed. Eh bien, nous vous écoutons. Ouais, c'est pour parler de M. Aboka. Nous saluons tout ce qu'il fait. Et je voulais ici appeler le pasteur. Je suis sûr que la zone doit être verte aussi dans Kégué. Le pasteur Edokomi peut-être? Edokomi, oui. Quand vous arrivez au niveau de la route de Pachala, un bar là, vraiment, c'est pas possible, monsieur Sach. Vous vous posez la question si nous sommes à Lomé ou bien si nous sommes où c'est la maladie. Alors, vous passez devant le bar ou bien vous entrez dedans? Non, quand tu passes devant le bar. Non, vous-même. Non, je passe devant le bar. Vous passez juste devant. Ok. Merci, monsieur Sach. Je vous en prie. Quand vous passez là, vous allez remarquer vraiment que ce n'est pas ça. Bon, pour les Maliens, nous souhaitons seulement que vraiment qu'on arrive à instaurer quand même la loi, puisque qu'on ne fait pas ce qui s'est passé avec le coup d'État et qu'on laisse les djihadistes encore prendre les zones. Et là, on laisse les djihadistes arriver à Bamako, ce qui veut dire que tout est pourri. Merci. Merci beaucoup, Boubacar Mohamed. Le suivant, bonjour. Bonjour, comme de la paix. Oui. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Abalo. Abalo. Oui. Ok, nous vous écoutons. En fait, je voudrais m'intéresser un peu sur la crise au Mali. Oui. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on condamne l'armée malienne. En fait, ce geste est un acte patriotique qui devait servir d'exemple aux États dans la sous-région. Quand il y a trop de pagaille, il faudrait que l'armée siffle la fin de ce pagaille, et c'est ce qui vient de passer actuellement. Sinon, j'applaudis vraiment ce geste. Okay. Vous croyez vraiment que l'armée peut siffler la fin de la pagaille et faire ramener l'ordre, et surtout l'ordre démocratique? Si Dieu le veut. Et Dieu le voudra bien. Merci pour votre foi. Nous prenons encore deux éditeurs. Allô? Oui, bonjour. Oui, Stas, bonjour. C'est monsieur? Allô? Oui, c'est monsieur? Oui, Didier. Didier. Oui, ok. Stas. Bon, faisons un peu attention. Hein. Les militaires, là, si c'est pour aller déloger les djihadistes, là, on ne les trouve pas. Si c'est pour les coups d'État, là, ils sont aptes. L'affaire civile ne regarde même pas les militaires. C'est un problème politique. Les militaires n'ont qu'à laisser les civils gérer la gestion civile du problème. Il ne faut pas qu'ils se mettent. On a vu le même cas qui s'est passé en Guinée. Vous avez vu David, on a vu le même cas qui s'est passé aussi en Côte d'Ivoire. Le Papa Noël, le militaire Papa Noël, vous avez vu comment il a fini. Donc il faut que nous faisons extrêmement attention en Afrique. N'applaudissons pas les coups d'État. Sinon c'est toujours les coups d'État. Même si IBK ne ferait pas bien, mais il y a les procédures pour les destituer. On n'a qu'à... Allô? Oui. Il y a les processus pour destituer un président. On n'a qu'à aller dans ces processus pour le destituer. Mais il faut que les militaires rentrent là. Pourquoi ils n'arrivent pourquoi ils n'arrivent pas? Allô? Oui. Allô? Oui, terminé. Pourquoi ils n'arrivent pas jusqu'à présent nous trouver les militaires? Ils sont aussi forts, non? Le type qui est
l'opposant qui est kidnappé depuis là. Oui. Pourquoi ne le retrouve pas? Là, Cissé. Mais si c'est pour aller déloger un président, ils sont prêts. Après, ils nous disent qu'ils vont garder le pouvoir. Ils n'ont qu'à laisser le pouvoir civil. Merci. Je vous en prie. Le dernier... Bonjour. Oui, bonjour. Abonné. Oui, nous vous écoutons. Moi, je tiens à féliciter M. Aglevon qui se bat pour nous démontrer la consommation locale. Deuxième chose, le problème Pétrole Gate, ça devient un peu lassant sur le report interminable des dates. Comme l'avocat a signé hier sa disponibilité. L'avocat de Fabrice Adjakli, enfin de la famille Adjakli. Justement, a signé sa disponibilité. Je veux que ce conflit quatrième pouvoir et la justice se fasse à la radio, que la semaine prochaine des émissions soient programmées dans ce sens. Mais pas conflit, mais explication. Oui, puisqu'on veut comprendre beaucoup de choses. Hier, si je savais qu'il allait venir, j'allais encore revoir les presses et lui poser des questions là-dessus. Pour le docteur en question, moi, je voudrais qu'il nous dise que faites des médecins contaminés après leur guérison au niveau de coronavirus. C'est-à-dire les médecins qui traitent les malades contaminés, après leur guérison, ils deviennent quoi? Et pour finir, l'affaire malienne, je pense que moi, je tiens à féliciter l'armée sur cette question que lorsque ça ne va pas, il faudrait arrêter l'hémorragie. Le peuple est sorti pour demander quelque chose. Le civil a je ne sais pas si c'est oreille de chou. Et il n'exécute pas. Si nous venons au Togo, ça fait 6 mois, on a fait une élection, pas de gouvernement. Tout est désordonné, mais on est dedans comme ça. Ça fait une pagaille. Si l'armée peut faire quelque chose, on devrait les applaudir. Merci. C'est vous qui avez dit. Docteur Dadjo, oui, une question vous a été adressée. Alors, vos confrères, vos collègues médecins qui traitent les malades du coronavirus? Lorsqu'ils sont guéris, vous savez, quand vous contractez le coronavirus a une évolution naturelle. Et si vous n'avez pas de complications, vous guérissez. Quand vous guérissez, ça veut dire que vos tests sont négatifs. Mais quand on va faire le TDA, le test de diagnostic rapide, on va quand même retrouver encore des anticorps chez vous. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes encore malade. Donc, si vous n'avez pas de séquelles, vous reprenez naturellement votre poste de travail. Et vous continuez ce que vous faites habituellement. Merci. Je ne sais pas si... Vous avez tenté. Il y a une autre chose qui est revenue sur la problématique des tests pour pratiquer à l'aéroport, notamment le longtemps mis avant que les résultats ne soient communiqués aux voyageurs, alors qu'ils ont déjà intégré la vie normale. L'auditrice dit y voir des risques plus ou moins certains de contamination. Non, c'est ce que je disais au début. Je crois que c'est vrai que je ne dédouane pas cette lenteur-là des résultats que les gens doivent avoir, même s'il est positif ou négatif, il faut qu'on puisse quand même le donner. Mais je me dis que dès que le test est positif, on se concentre sur cette énergie-là pour pouvoir appeler ou cerner donc ce voyageur pour le mettre en quarantaine et pour le mettre dans le centre de prise en charge au niveau de Kégué. Merci, voilà docteur Dadjo Soukouma. Daniel Aglevon, les gens voudraient savoir comment on peut vous approcher, vous contacter pour goûter un peu de votre pain made in Togo. Je suis au 90 53 22 42. 90 53 22 42. Ou bien il peut passer à partir de cet instant même nous voulons terminer aujourd'hui, mais les gens demandaient à ce qu'on, ceux de l'intérieur demandaient à ce qu'on prolonge jusqu'à dimanche la promotion de dégustation, surtout que c'est les 1 an d'anniversaire de la boulangerie. Donc il peut passer au supermarché Ranco d'Adido Adin, Carrefour Bojona, pour déguster de ces pains médicaments. Merci. Un tour de table pour que vous partagiez avec nous l'un des titres phares de votre parution de ce jour. On commence par qui? Joachim Loco, Sylvestre Béni. Eh bien, Joachim Loco, Dunia Le Monde, quel est l'article que vous nous recommandez? L'article qu'on vous recommande, c'est la prorogation en quelque sorte de l'état d'urgence qui implique le fait qu'on proroge automatiquement le mandat du Premier ministre. Là c'est vous qui faites le rapport entre prorogation de l'état d'urgence
Et de la présence de M. Classou à la primature. Puisque à l'heure où je vous parle, le monsieur n'a pas rendu son tablier. C'est pour cela que je l'ai dit. Bon, certaines indiscrétions font croire qu'il a remis la démission, mais que ce n'est pas encore officialisé. Vous savez que cette situation commence par lasser plus d'un. Bon, est-ce qu'à dire que, puisqu'on nous dit de vivre avec la maladie, si durant les 5 ans, le quinquennat de Faure Gnassingbé, si durant les 5 ans, si on continuait pas à vivre dans l'état d'urgence, est-ce à dire que Classou va faire les 5 ans? Merci. Là, nous nous posons cette question parce que cette situation, comme je viens de le dire, ça lasse plus d'un. Il y a une certaine léthargie de l'action gouvernementale. Ça ne marche pas. Il va falloir qu'on nomme un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement pour que les ministres imprègnent une dynamique Merci, mais pourtant vous écrivez quand même prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le premier ministre Classou tient solidement les câbles. Nous passons maintenant, Sylvestre Béni, un article de votre parution. Un article, en fait, nous sommes revenus sur l'interview que l'avocate togolaise qui est au barreau donc, de Lille en France a donné sur l'assassinat du colonel Majoudba. Et elle disait justement que l'assassinat du colonel est un crime d'État et que les commanditaires ou les exécutants sont à retrouver donc, au niveau du sommet de l'État. Et puis elle a dit justement que la famille ici ne veut pas porter plainte par peur de représailles. Et même que si on portait une plainte au Togo, que cela ne va pas aboutir. Alors, nous sommes également revenus sur le... Non, c'est juste un article. C'est juste un article. On va finir donc, avec Abbas Issaka, un article de Le Mania Libéré, rapidement. Nous avons parlé du nouveau système mis en place par l'OTR qui va démarrer le 1er septembre prochain. Un système qui permet de contrôler les produits qui vont désormais rentrer au Togo et pour avoir au moins la qualité et protéger la population, lutter contre le commerce illicite et faire de telle sorte que la population puisse manger comme avec le pain made in Togo. Eh bien, lutte contre la concurrence déloyale et protection de la santé des Togolais. L'OTA qui met en place le SAM à compter du 1er septembre prochain. Très rapidement, la technique ne fait pas de cadeau aujourd'hui. Vos cartons. Sylvestre Béni. Carton, moi je donne un carton vert à l'artiste Toto Patrick, qui a sorti donc un nouveau single qui fait sa station. Et qui passe sur nos ondes. Merci. Voilà. Chéri Bondoué, le contraire m'aurait étonné de la part de Toto Patrick. Abbas Issaka. Moi j'ai pas de carton, mais je ne sais pas si ça doit être un carton vert. Vous dites que vous n'en avez pas? Non. Ok. Je voulais parler de féliciter les agents de l'OTR à Dogome. Surtout les agents de déclaration qui font du bon travail pour du professionnalisme. Ils se connaissent. Joachim Loco? Non, moi je n'ai pas de... Vous passez? Je n'ai pas de carton, mais quand même je voudrais nous souhaiter bonne suite de journée pour le travail que nous faisons. Merci. Eh bien, les invités également ont droit à un carton depuis ce mois. Daniel Abrevon, votre carton, vert pour féliciter, jaune pour mettre en garde, rouge pour sanctionner. Bon, c'est le jaune, non? Le jaune non, pour vous voulez démocratiquement. Je donne un carton jaune. À qui? À votre épouse? Non. Elle appréciera. Docteur Dadjo? Oui, un carton vert pour le personnel médical en charge de la riposte et de la prise en charge des patients atteints de coronavirus qui font quand même un sacré boulot dans ces conditions quand même difficiles. Merci. Carton de cœur à vous, les confrères et invités, vous qui défilez tous les jours ici, de lundi au vendredi. Mais carton beaucoup plus vert encore à ceux qui nous écoutent depuis leur maison, leur véhicule. Je passe à notre ami Karim, le taximan, et également tous ceux qui nous écoutent et qui co-animent avec nous. Carton de confraternité à Gadia Tchonyadji, qui est venu nous soutenir aujourd'hui. Il sera là mercredi prochain pour partager les titres de santé et éducation. Rendez-vous demain jeudi à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, célébrons la vie à chaque instant.